presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. J'aimerais bien vous lancer, Olivier, mais vous ne m'avez pas donné votre texte. Bien sûr que si. Ah bah si, il était caché comme ça. Il est déjà dans la poubelle. Si vous voulez, je vais vous le faire. Non, c'est bon. À la une, le Proche-Orient et les économies voulues par le gouvernement, mais on commence par toute autre chose. C'est une France dont on ne parle pas, que l'on ne voit pas ou que l'on ne veut pas voir. C'est la France des cabanes et c'est dans le Figaro que vous lirez ce papier tout à fait passionnant signé Angélique Negroni. Nous sommes sur le plateau de Millevaches, on se balade dans les bois et soudain on tombe sur une sorte de chalet bricolé, une yourte avec des gens dedans, un mobil-home Décati, une caravane immobilisée sur ses parpaings, autant d'abris de mauvaise fortune qui visiblement sont là pour durer. Et le phénomène n'est pas propre à la Creuse, on le retrouve un peu partout dans cette France rurale, cette diagonale du vide, loin des métropoles. Il y a là des gens du voyage, des travailleurs pauvres qui, n'en pouvant plus de vivre dans leur voiture, s'installent dans les bois, des retraités sans ressources, des personnes qui, après un divorce, finissent par arriver ici en pensant qu'il s'agit d'une mauvaise passe provisoire. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est amplifié depuis le Covid, explique un géographe. Cette épidémie a déstabilisé la société et a accéléré chez certains le rejet de la métropole et l'envie de décrocher de leur vie. Alors évidemment, ces installations de fortune posent une foultitude de problèmes, droit de la propriété, de la construction, sécurité, cohabitation avec les locaux. Les maires sont évidemment en première ligne et souvent désemparés. Et pourtant, prédit le Figaro, la France des cabanes n'a pas fini de se développer. La cabanisation de la France. On en vient à la préparation du budget par le gouvernement. Et si toute la presse de gauche est accablée par le montant d'économies à réaliser, l'opinion, elle, fanfaronne ce matin. 40 milliards d'économies, chiche, titre le quotidien, parce que donc le gouvernement, en plus des 20 milliards de nouveaux impôts, compte bien faire 40 milliards d'économies. Alors, chiche, dans le journal, l'un des pilotes de la machine budgétaire le reconnaît, on ne sait pas faire autant de baisses de dépenses d'un coup, ça n'existe pas. Il va donc y avoir des pleurs et des grincements de dents dans les ministères, et puis ce déficit empoisonne aussi les relations entre Barnier et Attal, raconte Mathieu Depriec. Tout le monde a vu la scène mardi à l'Assemblée, Barnier répondant, l'air pénétré à Attal, « Je serai très attentif à vos propositions d'économie supplémentaires ». Attal applaudit. Très attentif pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Attal n'applaudit plus. Et la séquence a fait vriller les macronistes. Le Premier ministre a été complètement inélégant, commente l'un d'eux. Il ne peut pas mieux parler à Mathilde Panot qu'à Gabriel Attal. La vérité, ajoute un ancien ministre sortant, toujours dans l'opinion, c'est que ce train d'économie, on aurait été obligé de le faire quand bien même Gabriel Attal serait resté Premier ministre. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui va peut-être permettre à Barnier de durer, au moins un peu, signale Cécile Cornudet dans Les Échos. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans la classe politique sont très contents que ce soit lui qui fasse le sale boulot. Et avant que ce budget ne soit adopté, ils ne sont pas du tout impatients de le remplacer. Sinon, évidemment, la presse a les yeux rivés sur la situation au Proche-Orient. Et c'est le Figaro qui est le plus complet sur le sujet. Pour résumer la situation, en tirant près de 200 missiles sur Israël, l'Iran est tombé dans un piège, explique le journal. L'État hébreu a désormais le prétexte pour frapper Téhéran et probablement de manière disproportionnée. Benjamin Netanyahou, qui est maintenant en position de force, vit probablement là un moment qu'il attendait de longue date, écrit Guillaume de Dieuleveux. Bibi a désormais les mains libres. Pour frapper son ennemi, il ne cache pas son but, faire tomber le régime des mollahs. Allez, on termine avec la fin d'un suspense insoutenable. Bah oui. C'était la grande question depuis la fin des Jeux, Dimitri. Qu'allait-on retenir, conserver de Paris 2024 ? Quel héritage ? De quoi sommes-nous le plus fiers finalement ? Eh bien, le voile est levé par le Parisien. Parce que le prestigieux musée olympique de Lausanne a tranché, il a décidé d'exposer, non pas la perche d'Armand Duplantis ou le kimono de Teddy Riner, non, c'est la combinaison de baignade d'Anne Hidalgo qui va désormais être mise en vitrine. Je vous assure que c'est pas une blague. Un honneur qui rejaillit évidemment sur l'ensemble des Parisiens, des Français et de l'humanité tout entière. Et on imagine qu'il y aura une cérémonie officielle avec discours pour l'installation de la tunique de bain. Fluctua nec mergitur, les finances de Paris coulent, mais sa mère barbotte. Et Paris sera toujours Paris. Olivier, ce maillot de bain, c'est la scène, c'est cette cérémonie d'ouverture qui a marqué le monde entier. C'est pas une Anne Hidalgo, vous tombez dans le panneau, si vous tombez dans un piège. Si dans le panneau, Olivier heureusement Delagarde. que vous êtes là pour vous décrypter tout ça. Pour éclairer ma lanterne. Formidable revue de presse. Vous m'inviterez dans votre cabane quand vous irez la construire, mon cher Olivier.
Je vois que vous avez des visions d'avenir pour moi, tout à fait. Mais non, mais ça m'a fait penser, ce que vous nous décriviez, à ces parcs que l'on voit d'Américains qui vivent dans des trailers, là, ces grandes caravanes, effectivement, à cette précarité à long terme. Qui sont surtout totalement placés en dehors de la société, du reste de la société, qui se mettent eux-mêmes en marge de la société. Et ça, c'est intéressant.